Le champignon. Quelle entité étrange. C'est pas un animal, c'est pas une plante, c'est bien plus que ça. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? J'ai des visions de la Révolution. Ces foules animées comme par une seule volonté qui prennent les armes dans une effervescence. Comment un tel mouvement aurait pu naître de nulle part? Rouge contre blanc. La manite tue-mouche. La manite tue-mouche est toxique, mais aussi narcotique, au point d'induire des visions grandioses des événements bousculant le cours de l'histoire. Des visions qu'on serait peut-être amené à reproduire. La manite tue-mouche est un champignon dangereux. Il a une personnalité trop forte. Il faut faire très attention. Si on prend de la manite pendant trop longtemps, elle commence à prendre le dessus dans le corps. La manite devient humain. Et l'humain se transforme progressivement en champignon. Bien sûr, en Sibérie, les peuples autochtones ont depuis toujours pratiqué les rites psychédéliques avec la manite tue-mouche. Et Lénine aimait les champignons. Un peu trop parfois, c'était bien connu. Regardez-le enfin, regardez où il tenait ses discours. Posé sur son automitrailleuse, cela ne vous rappelle donc rien? Comme la partie souterraine du champignon, l'automitrailleuse cache son mycélium. Ça crève les yeux. Et puis, pourquoi ce surnom Lénine? Lénine. Ninelle. Ninelle. N'ai-je pas entendu ce mot quelque part? Bien sûr. C'est ce plat français à base de champignons. Il n'est pas pour rien que Lénine a passé autant de temps en France. Les champignons poussent sur les ruptures dans le manteau astral. Ils portent en eux une telle quantité d'informations qu'un esprit humain ne peut imaginer. Non, il ne pouvait pas imaginer une chose aussi grandiose par lui-même, avec son cerveau limité de mammifère. Il y avait en lui une entité beaucoup plus puissante. Lénine était un champignon. Le 17 mai 1991, sur la chaîne 5, chaîne de télévision locale à la ville de Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, sort un nouvel épisode de l'émission de société bi-hebdomadaire 5e roue. L'épisode, intitulé « Lénine était un champignon », est immédiatement entré dans les annales de la télévision russe comme l'un des exemples les plus intéressants de virus médiatique. L'émission commence de manière apparemment classique. Le présentateur habituel de l'émission, Sergueï Sholokov, accueille son invité, Sergueï Koryokhin, qu'il présente comme un activiste politique et un acteur. Ensemble, ils annoncent une nouvelle rubrique qui vise à jeter un nouveau regard sur les événements historiques connus de tous. Le premier de ces sujets est la Révolution d'Octobre et son mystère qui obsède Koryokhin depuis des années. Au fil de ses recherches, il aurait conclu que Lénine, le père de la Révolution lui-même, aurait consommé énormément de champignons hallucinogènes, de telle façon que l'essence du champignon aurait pris le dessus dans son corps et le rendrait lui-même champignon. La thèse dans toute son absurdité n'est pas explicitée tout de suite, mais introduite suite à un enchaînement d'arguments et de conclusions se basant sur ce qui semblerait être des sources crédibles. Koryokhin commence par s'appuyer sur les récits de l'écrivain Carlos Castaneda, qui documentait ses expériences avec le chamanisme des peuples indigènes du Mexique. Il affirme que les champignons consommés au cours de ces rites permettaient de voir des visions grandioses, comme par exemple une rébellion des masses au cours d'une révolution. Дело в том, что, находясь в одном из главных храмов мексиканских, я долго рассматривал фрески и обнаружил, что большинство фресок посвящены какому-то событию в истории Мексики, и которое до боли напомнило мне нашу Октябрьскую революцию. Те же самые изможденные люди, вооруженные примитивными орудиями труда, которые свергают какие-то правительства, это все очень похоже. Понимаете? И вот такое сходство, оно как-то зародило во мне какие-то сомнения. Il présente ensuite une série de preuves documentaires issues de la vie de Lénine. Il montre de nombreuses photos en pointant du doigt des détails qu'il interprète en faveur de son argument. Никто из исследователей не обращал внимания на тот странный предмет, который находится у него рядом с чернильницей. Вот он. Видите, сверху у него такая верхушечка. Напоминает нам маленькую летающую тарелку. Ну, грубо говоря, в общем, да. Но поразительный тот факт, что Ленин, человек, которому посвящены миллионы монографий, исследованы каждый день жизни его, творчества, и все ученые, исследователи обошли внимание этот очень странный предмет. Koryokhin rapporte des propos des proches de Lénine, mais aussi du révolutionnaire lui-même. Dans une lettre à Plekhanov, théoricien connu comme le père du marxisme russe, il aurait écrit la phrase suivante. « Hier, j'ai mangé trop de champignons. Je me suis senti merveilleusement bien. » Et il n'est pas pour rien que Castaneda mentionne des champignons hallucinogènes. En Russie, l'équivalent de ces champignons mexicains, la manite tue-mouche, est très répandue et a été utilisée historiquement par les peuples sibériens.
Afin de confirmer ses propos, Sholokov va interroger un vrai spécialiste en mycologie, Alexandre Kovalenko, qui lui confirme que certains champignons peuvent en effet induire des effets hallucinogènes. Mais les mystificateurs ne se contentent pas de convaincre le spectateur que Lénine était un champignon. Ils en rajoutent une couche en disant qu'il était également une onde radio. Сейчас, находясь в Массачусетском институте технологий, это знаменитый институт, который финансируется и государственными, и частными компаниями, который занимается исследованием в области новейших технологий, мне показали одну лабораторию, которая занимается изучением акустических свойств грибов. И выяснилось, что гриб дает те же самые акустические свойства, что и дает радиоволна. То есть гриб, в общем-то, если говорить так грубо, если чтобы в понятном языке, гриб это радиоволна. Это не захеревший в лесу фалос, это не растение, это не животное, это радиоволна. Tout ceci nous mène à la thèse principale de Sergei Kuriokin. La personnalité du champignon serait beaucoup plus forte que la personnalité de l'humain. Or, deux personnalités ne peuvent pas coexister dans un seul organisme. Ainsi, un humain qui consomme des champignons depuis des années se voit progressivement remplacé par le champignon qui prend le dessus dans son corps. Человек становится и грибом, и радиоволной в едином облике. И сейчас я вам скажу то, что самое главное, к чему я все это веду. О том, что у меня есть совершенно неопровержимые доказательства, что вся Октябрьская революция делалась людьми, которые много лет употребляли соответствующие грибы. И грибы в процессе того, как они были употребляемы этими людьми, вытесняли в этих людях их личность, и люди становились грибами. То есть я просто-напросто хочу сказать, что Ленин был грибом. Грибом, более того, он был не только грибом, он был еще, помимо всего, радиоволной. Comme pour illustrer ses propos, il montre un schéma en coupe de Lénine sur son automitrailleuse emblématique où il tenait ses discours qui épousent parfaitement la forme d'un mycélium. La partie superficielle du champignon, le sporophore de son terme scientifique, serait donc Lénine. Слушали недавно BBC. Классная была передача, посвящена выходу в Англии 2 пластинок ленинградца Сергея Курехина. Кто такой? Имени этого не слышали. А они там говорят, что это не только один из лучших советских джазменов, но и самый наш авангардный композитор. Даже журнал ему какой-то посвятили. А у нас, значит, что? Опять замалчивают? Какая же это гласность? Qui était ce Sergei Kuriokin? Malgré sa posture dans l'émission, il était avant tout connu comme un compositeur et un musicien qui avait donné de son talent sur les albums des groupes de rock russe classiques tels que Kino, Alissa et Aquarium. Mais son imagination débordante et sa recherche de catharsis dans l'art ne lui permettaient pas de s'épanouir pleinement dans les cadres d'un seul genre. Et ainsi est né son projet le plus emblématique, Pop Mechanica, théâtre de l'absurde mêlant le jazz avec la musique électronique et les performances de toutes sortes. C'était un artiste extrêmement polyvalent qui, de son vivant, a souvent été traité de génie pour sa musique qui représentait parfaitement la scène avant-gardiste de l'époque de la chute de l'URSS. Il n'était pas pour rien que ses collègues de la scène léningradoise le surnommaient Capitaine. Il était le roi du chaos maîtrisé. La veuve de Kuriokin, Nastia, racontait que l'idée de l'émission lui était venue après avoir vu un documentaire sur Sergei Yesenin, grand poète du début du XXe siècle, mort à l'âge de 30 ans par ce qu'on interprète habituellement comme un suicide. Le documentaire poussait une thèse alambiquée comme quoi Yesenin aurait été assassiné, ce qui avait beaucoup frustré Kuriokin. Il montrait des photographies de l'enterrement de Yesenin, et la voix off disait « Regardez par où cette personne regarde, et celle-ci regarde dans l'autre direction, et cela signifie que Yesenin a été tué !» Sergei a regardé le programme et m'a dit « Comme ça tu peux démontrer tout ce que tu veux ». Et il l'a fait. D'où pourrait bien sortir l'idée que Lénine aurait non seulement été inspiré à la Révolution par sa consommation de champignons hallucinogènes, mais serait également devenu champignon lui-même. Beaucoup l'ont rapproché au roman de Philippe K. Dick, La transmigration de Timothy Archer. Le roman traite de l'idée de transsubstantiation, littéralement la conversion d'une substance en une autre. Dans le culte chrétien en particulier, au cours de l'Eucharistie, lorsque le vin et le pain sont dits devenir le corps du Christ, ils le deviendraient réellement, en conservant pour autant leurs caractéristiques physiques. Tel est le processus décrit par Kuriokin. L'humain devient en substance un champignon, tout en conservant son apparence d'humain, comme notre cher Lénine. Dans le roman de Dick, l'évêque éponyme Timothy Archer subit les foudres de l'établissement anglican lorsqu'il apprend dans les anciens textes religieux récemment redécouverts que la consommation d'un champignon hallucinogène faisait partie des rites de la communion et permettait de connaître la vraie substance de Dieu. Ainsi, en perdant le champignon, le croyant d'aujourd'hui aurait perdu sa connexion au divin.
L'évêque perd progressivement la raison et s'en va dans le désert dans la recherche du vrai Jésus, qui serait donc, en substance, un champignon. L'histoire peut paraître purement fictionnelle, et pourtant le sujet du livre se rapproche, et d'après la veuve de Dick, serait même inspiré par la théorie du chercheur britannique John Allegro, qui en 1970 commet ce qui peut s'apparenter à du suicide académique lorsqu'il publie Le champignon sacré et la croix. Dans cet ouvrage, il stipule que le christianisme tirait son origine des cultes de fertilité du Moyen-Orient qui comportaient l'ingestion de plantes et de champignons hallucinogènes, et que des occurrences de ces rites auraient persisté dans l'Eucharistie jusqu'au XVIIIe voire XXe siècle, notamment avec l'utilisation de la manite tue-mouche. Allegro affirmait que Jésus n'aurait jamais existé en tant que personnage historique et qu'il était une fabrication de l'esprit induite par l'influence de champignons psychoactifs chez les premiers chrétiens. I'm puzzled. Are you really seriously suggesting that Jesus Christ was a mushroom? Put pretty blankly, yes. No, but the writers, Matthew, Mark, Luke, John, these men who wrote the story, you are telling me they did not exist? No. None of them existed? No, it's part of mythology. It's part of mushroom mythology. Le livre a provoqué une énorme vague d'indignation, poussant Allegro à quitter sa position de chercheur. En 1976, il donne une interview à un duo comique hollandais dans le cadre de leur émission Het Simplistisch Verbond, ou l'Alliance Simpliste en français. Au cours de l'émission, et dans une démarche qui s'apparente en quelque sorte au reportage de Kuriokin, il est apparent que les présentateurs ne prennent absolument pas le chercheur au sérieux. Et celui-ci creuse sa propre tombe, notamment en proclamant vers la fin que la forme de la croix chrétienne est issue de la forme du champignon. I think the idea of the God being crucified on this piece of wood was a piece of mushroom mythology. They saw the cross as a mushroom shape, you see, and they understood this figure as being splayed out on the cross as the risen mushroom. Open wide with its canopy on top. D'une manière tragicomique, il n'a pas l'air de se rendre compte de l'impression qu'il donne et croit sincèrement que ces journalistes étrangers l'interrogent pour ses découvertes révolutionnaires. If you see this coming out of the ground and you know that if you ate a particular mushroom, it could give you visions of heaven and God, you may well believe that this was indeed the Son of God. And if it's shaped like a penis, like a phallus, he sees, well, surely this is the little God. Et le parallèle entre Jésus et Lénine n'est peut-être pas si lointain que ça. Le culte de personnalité qui s'est créé autour de Lénine est vu par certains chercheurs comme une continuation de la tradition de sacralisation du pouvoir qui a longtemps existé dans la culture russe. Zinoviev, révolutionnaire bolchevique, a notamment dit la phrase suivante. Lénine est le chef d'une échelle cosmique. Il est le moteur des mondes. Lénine est vraiment l'élu des millions. Il est le chef par la grâce de Dieu. C'est une vraie figure du leader qui naît une fois tous les 500 ans dans l'histoire de l'humanité. Et dans les moments troubles, la demande pour une politique incarnée, un personnage sur lequel on peut s'appuyer, est d'autant plus forte. Après sa mort en 1924 et jusqu'à la chute de l'URSS, la figure de Lénine servait de lien qui maintenait cet agglomérat géographique et historique en un seul morceau, en permettant de connecter le parti et le peuple, les époques et les générations, sous le drapeau d'une histoire commune. Ce n'est pas pour rien que l'un des slogans soviétiques emblématiques était « Lénine vivait, Lénine vit, Lénine vivra », signifiant la permanence de sa présence. Pour les politiciens, l'autorité de Lénine servait à appuyer leurs mesures. Le respect des principes de Lénine était un argument principal pour justifier la direction de l'État. Staline a utilisé Lénine pour renforcer son propre culte. Khrouchtchev a entrepris l'effacement de Staline sous le drapeau du retour aux principes de Lénine. Brejnev a fêté le 100e anniversaire de Lénine avec une telle ampleur qu'il a transformé son culte en quelque chose de presque ironique. Gorbatchev, quant à lui, espérait voir le renouveau et la réforme du socialisme à travers le retour aux sources qu'était encore une fois Lénine. Et contrairement à tous les dirigeants cités, dont les réputations ont souvent été ambiguës, mitigées ou revisitées aux époques postérieures, Lénine a su rester une figure globalement positive jusqu'à la fin de l'URSS. Mais en plus de l'autorité lointaine et éphémère, le phénomène de Lénine était particulier par son omniprésence dans la vie d'un citoyen soviétique. Dans l'imaginaire collectif, c'était presque quelqu'un de proche, en plus d'être un exemple à suivre et un modèle. On l'appelait souvent le gentil grand-père Lénine, comme l'ancêtre collectif des soviétiques. Sa figure accompagnait la personne au cours de toute sa vie, des pionniers à l'université et à son lieu de travail, et était omniprésente dans l'espace public. Les enfants soviétiques avaient pour lecture obligatoire les nouvelles sur Lénine.
une collection parue en 1939 comportant des nouvelles courtes qui se rapprochaient à des fables, chacune illustrant une vertu de Lénine. Tantôt il épargne un beau renard à la chasse, tantôt il refuse de passer devant tout le monde chez le barbier, ou encore se nourrit de pain sec comme tout le monde pendant une période de famine. Les petits octobristes, les pionniers de 7 à 9 ans, recevaient un badge avec le portrait de Lénine enfant, tandis que Lénine adulte figurait sur les insignes allant des ordres militaires aux exploits du travail, au point qu'il existait plus de 4000 variantes de médaillons différents avec son portrait. Les vestiges en peuvent être vus aujourd'hui. Malgré une apparente décommunisation des années 90, chaque ville russe contient toujours soit une rue, soit une place qui porte le nom de Lénine. Et ces statues restent toujours très fréquentes. Le choix posthume de momifier son corps et le placer dans un mausolée sur la place Rouge, cœur historique et politique de la Russie, a scellé cette place unique de l'héritage de Lénine. Et malgré les débats qui existaient déjà à l'époque et qui continuent à faire rage aujourd'hui, il ne semble pas prêt de bouger, restant ainsi en permanence dans l'œil public. Comment Kouriokin procède donc pour argumenter l'idée absurde que le gentil grand-père Lénine était en fait un champignon? Dans l'émission, tout est fait pour créer un air de crédibilité. L'interview de Kouriokin se fait sur fond d'une énorme étagère remplie de livres devant un bureau couvert de papiers de toutes sortes. Kouriokin, en veste de costard, parle de ses recherches qu'il mènerait depuis des années. Et Sholokov l'écoute attentivement, affirmant cette posture d'expert. En présentant ses arguments, il crée une fausse impression d'enchaînement logique, mêlant des faits très précis et les absurdités les plus farfelues. Kouriokin donne notamment le nom latin correct du cactus hallucinogène Lophophora williamsi, utilisé par les indigènes du Mexique, pour ensuite faire des affirmations comme celle-ci. Разрешает есть евреям грибы только в один день в неделю, в субботу. Il évoque encore ce fameux plat français à base de champignons appelé ninel, dont sans doute aucun d'entre vous n'a entendu parler, puisqu'il est totalement fictif. Eh bien, qu'obtient-on en inversant le mot ninel? Évidemment, Lénine, le pseudonyme que Vladimir Ulyanov n'a sûrement pas choisi au hasard. До сих пор все исследователи не могли прийти к единому мнению по поводу псевдонима, который взял себе Владимир Ильич, Ленин. Я могу совершенно точно сказать, если прочитать имя Ленин справа налево, получится слово Нинел, а точнее Нинель. Понимаете? Нет. Дело в том, что, я думал, вы знаете, что просто Нинель — это знаменитое французское блюдо, приготовленное из грибов, приготовленных особым способом. Это Нинель. La langue française n'est pas la seule qui l'écorche, car il affirme également que le nom Beethoven, dont Lénine aimait beaucoup la musique, se traduirait par esprit du champignon. Bête pour esprit et Oven pour champignon. Ensuite, il cite une lettre inexistante de Clara Zetkin à Rosa Luxembourg et présente des extraits très clairement joués par des comédiens comme des cadres documentaires de Lénine. Malgré le soin apparent dans la construction de l'argument, l'émission ne cache pas du tout sa propre absurdité. Durant tout le reportage, les protagonistes arrivent à peine à retenir leur rire et vers la fin ne se contrôlent plus du tout. Сережа, либо мы работаем, либо в конце концов должен же быть какой-то профессиональный навык. Ils y glissent également quelques blagues qui visent curieusement les emblèmes de l'URSS. Вот есть такой один американец Уассон, который написал книжку под названием «Сома», и он там описывает рецепты приготовления снадобий таких с наркотическим галлюциногенным действием из мексиканских грибов и из красного мухомора. Там он описывает рецептуру, как это готовится, и даже гимны, которые надо там петь, и с нотами. А вот если готовить это из красного мухомора, вы не помните, какой рецепт и какой гимн надо петь? Хотя я уже догадываюсь. С грибами, да. Сохраняют ли они это вожделение к грибам же? Конечно, конечно. Как же? Конечно, сохраняет вожделение к грибам. Вот, например, ты обращал когда-нибудь внимание на герб Советского Союза? Серп и молот. Совершенно однозначная вещь. Серп — это гриб, а молот — это приспособление, наоборот. Молот — это гриб. La deuxième moitié du reportage vire vers des contrées complètement déchaînées. Sholokov rencontre notamment l'association Champignons pour la paix, dont les membres appuient la nature cosmique des champignons, avant de faire un détour pour discuter de la guerre imminente entre les États-Unis et l'Irak. Avec son invité, Sholokov discute de s'il faudrait utiliser des armes psychotropes à base de champignons et s'il y aurait des conséquences négatives si les Américains activaient les chakras de Saddam Hussein de cette manière. Не кажется ли вам, что если
если эта война будет выиграна удачно и в случае применения наркотического оружия, то многие страны будут присылать заявки на применение против этих стран этого оружия. Вы хотите сказать, что Советский Союз захочет попробовать на себе испытать это удовольствие? Ну, pожалуйста, здесь дело все в легализации. Aujourd'hui, ce genre de canular n'aurait convaincu personne. Mais à l'époque, beaucoup de téléspectateurs ont été pour le moins confus. Le reportage est sorti en 1991, à l'époque où le public commençait à avoir accès aux informations précédemment confidentielles. L'image de Lénine ne se confinait plus aux histoires sur son humilité ou son héroïsme. À ce moment-là sont apparues des rumeurs selon lesquelles il avait la syphilis ou recevait de l'argent de l'état-major allemand. Malgré tout, la télévision restait la seule source d'information pour la majorité de la population. Et la phrase « ils l'ont dit à la télé » restait un argument valide pour croire ou non en quelque chose. Il n'est un secret pour personne qu'en URSS, la télévision était strictement contrôlée. Les présentateurs devaient représenter l'idéal du citoyen soviétique. On pouvait les sanctionner pour un mot mal prononcé ou une tenue inappropriée. Malgré ce contrôle, dans une dualité caractéristique de toute l'histoire soviétique et russe, il existait également beaucoup de contenus de basse qualité qui n'invitaient pas à la pensée critique et à la réflexion par soi-même. Dans les années 90, lorsque l'offre médiatique commence à s'élargir, tout le monde n'était pas prêt pour une télévision libre. De plus, l'émission dans laquelle est passé le documentaire, La 5e roue, créait un contexte parfait pour la confusion. L'émission était très populaire. Diffusée de 1988 à 1996, elle était régulièrement regardée par près de la moitié des habitants de Leningrad. Jusqu'à cet épisode sur Lénine, les invités ont toujours été très sérieux. L'émission avait accueilli des scientifiques, des réalisateurs, des écrivains, le maire de Saint-Pétersbourg et même le futur président Boris Yeltsin. Les invités de l'émission présentaient souvent des faits peu connus ou exprimaient des opinions inhabituelles. L'époque était parfaite pour ce genre de mystification. En même temps que les tabous disparaissaient progressivement et la parole s'ouvrait, l'autorité de la télévision persistait. Pour cette raison, certains n'ont pas immédiatement saisi l'ironie. On rapporte notamment qu'une délégation est venue à la chef du département idéologique du comité régional de Leningrad du Parti communiste et a demandé des explications sur si Lénine était vraiment un champignon. Le présentateur Sergei Sholokov s'en souvient ainsi. Quelqu'un a-t-il pris ce programme au sérieux? Le lendemain de l'émission, une délégation d'anciens bolcheviks est venue à Galina Barinova, qui était chargée de l'idéologie au comité régional du parti, et a exigé une réponse à la question. Est-il vrai que Lénine était un champignon? Non, a déclaré Galina Barinova. Mais comment hier ils ont dit à la télévision? Ce n'est pas vrai, elle a répondu et a prononcé une phrase qui nous a choqués, Kuryokin et moi. Parce qu'un mammifère ne peut pas être une plante. Dans le journal Smena, j'ai publié une réfutation de la déclaration de Galina Barinova. Après tout, pendant 1 heure, nous étions là en train de démontrer que les champignons sont un royaume à part, et non des plantes ou des animaux. Lénine était un champignon est une masterclass dans l'art de faire passer n'importe quelle théorie, aussi absurde qu'elle soit, pour de la vérité, qui se dit avec suffisamment d'assurance et en s'appuyant sur suffisamment de sources à l'apparence crédible. L'émission, initialement conçue comme un simple projet satirique, a malgré elle levé le voile sur les défauts du système soviétique, en particulier de la télévision. À ce moment de l'histoire, toutes les bases commençaient à s'ébranler. Ce qui n'avait jamais été contesté avant prenait des sens nouveaux et surprenants. Le culte de Lénine a semblé se dissoudre très vite après la chute de l'URSS. Sa vraie personnalité était enterrée depuis longtemps sous la propagande. Son image publique était une coquille vide construite par des années de mythification. Et la découverte des faits moins glorieux sur sa vie et de ses écrits sanguinaires a révélé une phase beaucoup moins héroïque. Ainsi, s'en prendre à Lénine était peut-être un marqueur de la fin définitive du pays, la perte de son pouvoir symbolique. Kuryokin n'a pas arrêté ses actions de provocation. Par la suite, il s'est rapproché d'un politicien très polarisant, Alexandre Douguine, avec qui il est même apparu à la télé au moment des premières élections russes déguisé en dieu égyptien. Les deux se sont présentés en tant qu'Ibis et Anubis et ont promis d'apprendre aux gens de voter. Вы должны сделать, как мой коллега господин Анубис вам предложил, сделать 2 карточки П и Х, хорошо и плохо. Кроме этого, вырезать еще 4 карточки со следующими надписями. Социализм, так, капитализм. Но это еще не все. Сделайте еще 2 надписи. Космополитизм, Запад, государство Россия. Если вы голосуете за государство и за Россию, если для вас это Х, то капитализм и Запад для вас П. Теперь существует следующая возможность сочетаний. Социализм может быть совмещен
с государством. И социализм Х, и государство Х. И это значит, вы должны голосовать в таком случае за коммунистов. Если же для вас Россия Х, но при этом еще и капитализм тоже Х, тогда вы должны голосовать за Черномырдина, ЛДПР и других капиталистически национальных деятелей. Если же для вас капитализм Х, но вам не нравится Россия, а нравится Запад, для вас он тоже Х, тогда голосуйте за блок Гайдара или Борового. Все остальные партии принципиально не имеют права на существование, поскольку их программа не укладывается в предложенную нами аналитическую схему. Мы рассматриваем их как определенного рода болезнь, а болезни нужно лечить. Peut-être cet engagement signifierait que pour Kuryokhin, il y avait une dimension politique dans le renversement de la figure de Lénine. Lui-même a toujours affirmé que Lénine était un champignon n'était pour lui qu'un simple jeu de l'esprit. Et pourtant, pour ses contemporains, c'était un discours iconoclaste, mais surtout libérateur. Для меня это был какая-то веха свободы. Вот с этой передачи, можно сказать, я вдруг почувствовал, что жизнь поменялась. Вот эта вот замечательная трепотня, вот это, во-первых, на которую я купился сначала, потому что как нормальный советский человек, привыкший доверять, так сказать, серьезным разговорам, тем более Ленин, как-то тогда еще все это было достаточно определенно всерьез, и так, в общем, допускать такие шутки по поводу, значит, вождя, как-то тогда все-таки это еще было не в ходу, да. Он для меня один из людей, с которых у меня началось ощущение новой эпохи в нашей отечественной жизни. Как вообще замечательно можно посмеяться, оказывается, над тем, что нам кажется незыблемым и невозможным, так сказать, быть осмеянным. Вот это замечательное было ощущение какого-то воздуха свободы. En 1996, à l'âge de 42 ans, Kuryokhin est frappé par une maladie du cœur inguérissable. Ses proches lui le cachent pendant très longtemps. Pendant qu'ils organisent des récoltes de fonds dans tout le pays pour des traitements expérimentaux, il est le seul à ne pas connaître son propre diagnostic. Le mystificateur mystifié. Основное в джазе, основное вообще в советской, в русской культуре – это безумие. И только безумие может внести тот дух русского. У нас преодолевание трудностей – это просто в крови. Это национальная черта советского человека – преодолевать трудности. То есть с момента рождения человек начинает преодолевать трудности. Так что мы их преодолеем, и тогда я уже смогу сказать более определенно и рассказать вам о позитивных ценностях, о стремлениях, о чем-то еще более интересном.